Bonjour à tous et bienvenue sur Agricast, le podcast d'agriculture durable qui s'intéresse aux enjeux et aux réalités du monde agricole. Donc avec l'équipe, on a repensé ce podcast pour amener davantage d'échanges. Et pour ce faire, on accueille et on va accueillir pour chaque épisode différents invités. Et puis donc chaque épisode va donner lieu à une série de questions qui vont vous être posées à vous en amont via nos canaux digitaux, à savoir Facebook, Instagram et TikTok. Et donc on va sélectionner une partie de vos réponses qui vont servir à alimenter les échanges durant le podcast. Départ. Je vous souhaite la bienvenue sur Agricast. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet un peu piquant mais très intéressant, à savoir les clichés autour des agricultrices, agriculteurs et de manière générale autour de l'agriculture. Avant de commencer, on fait peut-être un petit tour de table. Donc, Sandra Conson, sociologue rurale, et puis vous êtes professeure à la Haute École en sciences agronomiques, forestières et alimentaires. Merci beaucoup d'être là. Merci. Manon, alias Manon Deschamps, sur TikTok, vous êtes agricultrice, vous avez 37 hectares en bio, vous avez des grandes cultures, de la vigne et vous élevez des vaches allaitantes. Exactement. Enchantée, merci d'être là. Merci à vous. Vigne aussi, alors ça. Et oui, et puis Simon Roman, comédien et humoriste. Vous êtes fils d'agriculteur et puis vous avez 2 spectacles en cours, à savoir Charrette et Poussette. C'est exactement ça. Yes. Si on a le temps, on pourra peut-être discuter de quelques anecdotes sympas qu'il y a dans vos spectacles. Tout à fait. Et de discuter de l'insonorisation de ce podcast avec des travaux juste à côté. On fait avec les moyens du bord. Je vais peut-être vous demander de répondre aux mêmes questions qu'aux internautes. Donc, on leur a posé 2 questions. La première, c'était les clichés autour du monde paysan. Et la deuxième, c'était de décrire les métiers agricoles. Peut-être à vous, Manon. Non, on a dit qu'on se tutoyait. Oui, on peut se tutoyer. Ah ouais. Oui. Manon, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier ? Alors, l'agriculture, c'est simplement la production d'aliments via l'élevage d'animaux, via la culture du sol, par les plantes, etc. Donc, en très bref, c'est ça. Et puis, une journée type, même si on n'a pas vraiment. Alors, Qu'est-ce que tu fais tous les jours sur l'exploitation ? Alors, en effet, il n'y a pas vraiment de journée type. C'est ça qui est très intéressant dans le métier. Mais disons que globalement, c'est la gestion du troupeau. Chez moi, je vais voir les vaches allaitantes. Je m'en occupe. S'il y a des soins particuliers à faire aussi. Ça peut aussi se prolonger dans la journée suivant les journées. Et puis après, il y a des soins aux cultures ou les soins à la vigne. Ça dépend vraiment de la saison. Il y a des saisons des fois pour les semis, des saisons pour les récoltes, des saisons pour l'entretien des cultures, le désherbage mécanique, plein de choses comme ça. Tout ça, c'est quoi les semis ? Parce que je pense que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Semer une culture, c'est simplement mettre en gros une graine dans le sol. C'est concrètement ça. Donc effectivement, il y a un travail en amont, travail du sol, et puis après on sème la culture. Puis c'est pas juste on attend que ça pousse, mais après par la suite ça pousse et puis on va l'entretenir entre temps. Et puis jusqu'au moment de la récolte, où là on va avec une machine de récolte qui est souvent une moissonneuse-batteuse pour la récolter. Yes. Simon. Oui. Est-ce que vous aurez peut-être un cliché drôle ou pas, ou intéressant en tout cas, une petite anecdote Je sais pas, j'ai plusieurs clichés. Moi, il y a un cliché contre lequel j'ai dû lutter juste là, c'est je pense qu'un agriculteur, quand il sait qu'une agricultrice ou un agriculteur a des vaches, il a tout de suite envie de demander combien t'as de vaches. T'as combien de vaches? J'en ai pas beaucoup. Moi, j'ai un petit troupeau d'une dizaine de bêtes, donc c'est vraiment minime chez moi. Ah d'accord. Ah ouais. Puis après, je peux lui demander combien il a de tracteurs. Mais pourquoi c'est une question qu'on pose comme ça Je sais pas, tu regardes un petit peu combien il y a de vaches, combien il y a de tracteurs, combien il y a d'hectares. C'est pour analyser, pour savoir un petit peu... À qui t'as affaire. Ouais, exactement. Ça, c'est un petit peu la révélation de la personnalité. Ok. J'ai l'impression. Parce que 37 hectares, moi, mon père, par exemple, il a fait toute sa carrière, qui est né en 33, c'est une autre époque, il a fait toute sa carrière avec 15 hectares. Donc pour moi, 37 hectares, ça me paraît être... Géant. Mais voilà, non, mais pour revenir à un cliché d'agriculteur, c'est ma femme qui me l'a fait remarquer. Elle-même, elle est du Jura bernois. Un jour, il y a un agriculteur qui déneigeait la route juste devant chez nous avec son tracteur. Et elle m'a dit, vraiment, tu t'es approché de lui, puis je lui ai demandé où est-ce qu'il mettait la neige.
Puis elle m'a dit, t'as changé complètement de voix et de trucs. Je suis arrivé vers lui, puis je dis, ah ouais, puis du coup, tu le mets en haut, là, juste à côté du BAM, ou bien? Et puis, elle m'a dit, tu t'es approché de ce tracteur, puis tu as pris la voix de ton père, puis tout à coup, tu étais agriculteur. Présent, quoi. Ouais, tu as les pieds, donc voilà. Donc, si je posais la question de... Bah non. Plus que du nord d'or. Ouais, 10 vaches, ouais, non, d'accord. Putain, mais nous, le lait. Bref. On fait pas de lait avec des vaches allaitantes. Enfin, oui, on fait du lait, mais pour les veaux. Ah. Oui, c'est les veaux qui nous volent le lait. Ah, ok. Voilà. Tu vends les veaux? Alors, les veaux, souvent, je les élève. Et tu puis fais quoi de ces vaches? Ils rentrent comment, l'argent? Dis-moi. Étant donné que c'est des vaches allaitantes, donc elles font leurs veaux. Après, elles élèvent leurs veaux. Donc, elles les nourrissent, etc. Des fois, c'est pas toujours glorieux, mais... Ouais. Et puis après, moi, je vends souvent les génisses ou pour l'élevage. Donc, vu que je n'ai pas beaucoup, c'est très gérable. Souvent, ça part chez un autre agriculteur. Voilà, pour faire une vache allaitante, par exemple. Puis les taurillons pour Alors, je fais de la viande en vente directe. Souvent, je la garde pour moi, vu que j'en ai pas beaucoup. Ah ouais. Mais vu que c'est de la viande de qualité, c'est top. Okay. Acheter local. Voilà, c'est clairement ça. Hein, c'est chez toi. On a parlé beaucoup des clichés, mais clichés, stéréotypes, c'est pareil ou est-ce qu'il y a une petite différence, Sandra? Entre stéréotypes et clichés, il n'y a pas tellement des différences. Peut-être stéréotype, c'est quelque chose important dans la vie d'une personne. Parce qu'avec les stéréotypes, on peut classifier des personnes dans des groupes qu'on connaît avec des idées qu'on a sur ce groupe, pour faciliter aussi un peu la vie. Parce que par exemple, si on arrive à un groupe, et là, il y a beaucoup de personnes, on commence, c'est notre tête qui commence à voir, OK, il y a tellement de femmes, il y a tellement d'hommes, il y a ces âges, et ça nous aide. À catégoriser un peu. À catégoriser, exactement. Donc, on met les gens dans les cases un peu. Ouais. Et ça, c'est neutre. Hein. Ça, c'est important. Mais les stéréotypes peuvent aussi... résulter dans des préjugés. Ouais. Par exemple, un stéréotype serait que toutes les femmes sont bénévoles. Non, pas bénévoles, bienveillantes. Et les hommes sont rationnels. Ouais. Après ça, ce sont des stéréotypes. Hein? Et ça, il n'y a rien de faux ici. Mais si après, on dit si les femmes sont toujours bienveillantes, elles n'ont pas la force de prendre une décision dure. Elles veulent toujours plaire à tout le monde. Ça devient difficile parce que c'est un préjugé. Ouais. On valorise. Les femmes, dans cet aspect, c'est pas bien. Oui, il y a une notion un peu négative, positive, voilà. mais plus ou moins négative à chaque fois. Exactement. Ça, les stéréotypes sont plutôt neutres, mais s'il y a une connotation négative, ça peut être plutôt un cliché parce que les clichés sont plutôt négatifs. Mais si c'est vraiment avec une connotation négative, ça devient un préjugé. Et après, c'est aussi ça arrive ça amène à la discrimination, par exemple. Ça tombe bien qu'on explique tout ça parce qu'on a récolté les questions des internautes, enfin les réponses des internautes par rapport aux questions qu'on a posées. Et j'aimerais bien qu'on puisse en discuter maintenant. Et puis, vous me dites si vrai ou faux et puis ce que vous en pensez finalement, quoi. Donc, la première, je pense qu'on est un peu plus dans un stéréotype à voir. Les paysans bossent dur. Vrai ou faux? C'est qui doit répondre pour le monde? Non, c'est faux. Non, moi, je pense que c'est vrai. Quand on voit des statistiques, quand même, on sait que les agriculteurs bossent vraiment dur. On bosse 7 sur 7. Et c'est vrai que les horaires sont soutenus et il y a certaines périodes qui sont encore plus lourdes. Donc, oui, pour moi, c'est valable. Oui, moi, je pense que, en tout cas, c'est une image qui est très claire et j'imagine que c'est vrai. C'est marrant parce que moi, je suis fils d'agriculteur. On pense que les agriculteurs travaillent beaucoup. Ouais. Après, je suis passé à comédien et là, tout le monde pense que les comédiens sont les glandeurs. Et maintenant, je suis humoriste et les gens pensent qu'il faut beaucoup travailler pour écrire les textes, ce qui est vrai. Donc, chaque profession a un cliché. Mais c'est clair qu'agriculteur, oui, on pense que vous travaillez beaucoup. Enfin, en tout cas, vous le dites, en tout cas. Alors là... C'est ça aussi, c'est qu'on dit assez souvent. Mais je pense que ça dépend aussi non, mais c'est vrai, ce qu'on a comme
ce qu'on a dans l'exploitation, si on a des animaux ou si on fait que de la grande culture, par exemple. Là, il y aura peut-être moins de charge de travail parce qu'on va pas... moi, j'ai 2 chats à la maison, ça va, j'en ai 2, mais admettons que j'en ai 100, ça me prendrait du temps, je pense. Moi, je pense aussi que c'est vrai d'une manière, mais comme tu as dit, ça dépend vraiment des branches de production qu'on a. Et aussi, tu as dit que c'est plutôt un stéréotype et pas un préjugé. Ça, c'est aussi, je pense aussi. Mais c'est aussi quelque chose qui est dans l'idéal du bon paysan ou la bonne agricultrice, par exemple. Et ça, c'est aussi... Là, il y a un aspect qui est vraiment dur aussi pour les générations jeunes qui veulent peut-être plus bosser comme les papas, mamans, qui veulent avoir un peu plus un équilibre de travail-famille. Et là, ça pose aussi des problèmes parce que pour les générations jeunes, parfois après la reprise d'une ferme, là, peut-être on ne veut pas bosser tout le temps. Et si le père et la mère sont toujours sur la ferme, là, il y a aussi une pression. Ah, tu ne bosses pas. Ouais. Et beaucoup de personnes me disent aussi, je sais pas, on doit partir en vacances pour vraiment pouvoir faire des vacances parce que si on est là, on fait rien. C'est un préjugé après où on est jugé des autres. Elle bosse pas. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas une vraie agricultrice. Et ça, c'est quelque chose. Ce stéréotype n'est pas seulement de la population non agraire, mais c'est aussi dans l'agriculture elle-même que c'est vraiment, c'est comme il faut être. Il faut bosser dur, il faut que je touche tout le temps à tout, que je sois toujours en train de faire quelque chose sur la ferme, quoi. Tu trouves que c'est vrai, Manon? Oui. T'as un peu été élevée comme ça, où tu te dis il faut que je travaille, je peux pas ne pas faire un petit truc sur l'exploitation. Alors depuis que je suis sur l'exploitation, alors c'est vrai que j'ai changé mon mode de vie parce qu'avant j'étais pas du tout dans le métier d'agricultrice parce que mes parents m'ont jamais trop intéressée à ce métier-là. Et puis en revenant sur la ferme, c'est vrai qu'en fait c'est psychologique. On se dit mais en fait il y a toujours quelque chose à faire, même si ça peut être des petits jobs. Mais c'est vrai que si on le sait pas, on le fait pas, pardon, on sait qu'on devra le rattraper. Et puis après, psychologiquement, moi qui travaille avec mes parents, quand je ne vais pas travailler et qu'eux vont travailler, je me sens vraiment un peu coupable, entre guillemets. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font cet après-midi pendant que tu papotes à Lausanne avec nous? Je te redirai ce soir, j'ai mis des caméras. Ouais, on va matouiller à Lausanne et puis on travaille. Alors, les paysans ont un accent bien prononcé. Vrai ou faux? Je ne répondrai pas à cette question. mais moi, je me demande si tu es agricultrice parce que je trouve que tu n'as pas d'accent. Ouais, c'est vrai. Moi, ça apporte à confusion, là. Ouais. Ils sont bons, c'est bon tes légumes ou... Parce que tu n'as pas d'accent, je ne sais pas si ça... Non, mais oui, alors moi, je trouve que les paysans, ils sont drôles à ce niveau-là parce qu'ils ont une espèce de parler. Puis je me suis vraiment rendu compte entre eux, entre elles, il y a une manière de parler, puis je sais pas, il y a besoin d'avoir beaucoup d'accent, quoi. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est lié aux paysannes, ou si c'est plutôt vivre un peu dans des petits villages, peut-être dans des vallées, dans les montagnes? Parce que moi, je me rends compte que quand je vais à la montagne, et là, il y a des personnes qui parlent également un peu en accent fort. Et je pense pas que c'est juste lié au fait d'être paysan, agriculteur, agricultrice, sinon aussi où on vit. Peut-être. C'est ça. Aux fréquentations, peut-être aussi. Le fait de fréquenter des gens qui parlent d'une certaine manière régulièrement fait que par la suite... mimétisme. C'est ça. Et peut-être il y a aussi, ça c'est un stéréotype, quelque chose entre hommes et femmes. Moi, je ne sais pas, mais quand je me rappelle mes étudiantes qui souvent sont issues des familles agricoles, je ne sais pas si vraiment... Si elles ont un accent tellement fort, mais il y a quelques mecs peut-être... Qui avaient plus l'accent. Ouais. Ah ouais. Peut-être, je ne sais pas, c'est un stéréotype. Hein. Non, mais c'est peut-être vrai. Voilà, je viens de nourrir le stéréotype en jugeant le fait que tu n'avais pas d'accent. Bravo. Voilà. Bravo à moi. Merci. Bon, je vais y aller. Là, on a juste des mots-clés.
terre, vie, pérennité. Ça vous évoque quoi? Finalement, si on parle d'agriculture, c'est vrai. Après, c'est vrai que si la question se pose un peu comme ça, sans donner de sujet, on peut penser à plein de choses. Mais oui, pourquoi pas. Enfin, on pourrait évoquer un peu une partie de l'agriculture, oui. Oui, c'est ça. Moi, je me suis dit, la terre, on est plutôt dans le travail du sol, clairement. L'ancrage aussi. Il y a une forme d'appréciation, d'être proche de la nature, d'être proche de la terre, etc. La vie, logique, c'est avec elle on arrive à cultiver des aliments qui nous permettent de se nourrir. Pérennité, là, je me suis dit, mais est-ce qu'on est vraiment... C'est une question qui se pose maintenant avec toutes les notions de durabilité en agriculture. Ouais, je ne sais pas si on est parfaitement périn et pérenne maintenant. L'agriculture, elle est un peu pointée du doigt comme étant émettrice de beaucoup de gaz à effet de serre et tout. Là, c'est juste maintenant, justement, l'élevage qui est très polluant et tout ça. J'ai l'impression que l'agriculture, maintenant, elle souffre. Ça souffre beaucoup. Je ne sais pas si c'est un stéréotype ou un... Mais ouais, la pérennité, elle est vraiment mise en doute, j'ai l'impression, dans l'agriculture d'une manière générale. C'est ça. Moi, j'ai une autre connotation à ça parce que je pense terre et vie. La vie d'un agriculteur, d'une agricultrice est vraiment liée à ces terres qu'elle produit. Et par exemple, comparé avec un autre métier, une autre entreprise familiale, par exemple, si on a un garage, là, on peut juste prendre garage et ouvrir la même entreprise à un autre endroit. Mais dans l'agriculture, on est tellement attaché à ces terres que les pères, grands-pères, mères, grand-mères ont cultivé. C'est vraiment c'est un attachement qui est super fort. Et pour cela, c'est aussi si difficile de lâcher une ferme, de dire, OK, peut-être, je n'ai pas des enfants qui veulent reprendre, mais c'est vraiment cet attachement à la terre. C'est un ancrage. Qui est super, La vie, c'est quand même grâce aux paysannes et aux paysans qu'on peut vivre, parce qu'il faut manger, quoi. Je pense au Covid et on pensait quels sont les métiers les plus essentiels. Avant même les médecins, les agricultrices, les agriculteurs, tu peux avoir les meilleurs médecins, si tu manges pas, ça dure pas très longtemps, quoi. C'est ça. Comme tu dis, avec le Covid, je venais de déménager, donc on n'avait rien dans les frigos. On s'est dit, on va quand même acheter 2-3 trucs. Il n'y avait plus rien. Tout était dévalisé. Puis là, on s'est dit, quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais si c'est comme ça, voilà, si c'est une exception, ça fait un jeûne intermittent. C'est tout le temps, c'est long, quoi. Ouais. Meilleur métier, j'ai trouvé super intéressant, machine, bétail. Meilleur métier, j'ai trouvé intéressant parce qu'il y a cette notion de vocation, travail par passion. Je trouve que c'est quelque chose qui est souvent mis en avant dans l'agriculture, mais c'est aussi, une contre-narration. Parce qu'on tente parfois, comme dans ces discussions autour des gaz à effet de serre, l'émission de l'agriculture, on essaie d'avoir une contre-narration en disant c'est le meilleur métier, contrairement à ce que les autres pensent parce qu'on est des pollueurs, par exemple. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, c'est vrai que l'agriculture, c'est une façon de vivre, finalement. Parce que, en fait, moi qui travaillais à l'extérieur, j'étais employée de commerce, je me levais le matin pour aller au travail. Tandis que là, je vis par rapport à mon travail, entre guillemets. C'est-à-dire que si je n'ai pas fini ce que j'ai à faire, peut-être que je vais finir plus tard ce soir. Peut-être que je vais devoir me relever cette nuit pour aller voir si ma vache avait lait. C'est un mode de vie. Donc, en fait, c'est vrai que tout tourne autour de ça. Si je voudrais prendre des vacances, c'est par rapport à ce qui se passe sur la ferme. C'est pas j'ai 5 semaines de vacances par année que je peux poser n'importe quand. Alors, c'est vrai que c'est assez intéressant dans ce sens-là. C'est dangereux, je trouve, comme notion. Parce qu'on a la même dans le théâtre. Et probablement avec les infirmiers, les infirmières, quand on a une vocation,
ça peut être vite c'est une vocation, donc vous le faites pour 3 francs 6 sous. Ouais. Et je pense que pour être agricultrice, agriculteur, comédienne ou travailler dans les hôpitaux, il faut une vocation, quoi. Si on n'aime pas s'occuper des gens ou parler en public ou comme ça, on peut pas faire ces métiers-là. Mais pour autant, souvent ceux qui sont durs en négociation font mais c'est une passion, c'est une manière de faire, blablabla, plein de jolis mots. Du coup, je peux pas te payer sur ce coup-là, mais c'est formidable. Ça va, je sais pas, ça te fait vivre de ta passion. Alors je sais pas, enfin, je trouve que c'est une notion un petit peu dangereuse, quoi. Moi, je suis tout à fait d'accord, parce que c'est là que tu bosses, et c'est toujours, tu peux pas changer quelque chose, parce que c'est la ferme de tes parents, grands-parents, etc. Et ça doit être ta passion, et tu dois subsumer tout à ça. Et on voit tous ces problématiques sociales aussi dans l'agriculture, comme les burn-out, les suicides et tout ça. C'est aussi un peu, je pense, lié à cette notion et aussi à bosser dur. Ouais. Cette identité. Et à cette identité, tellement de choses sont liées que vraiment, c'est dur de... Ouais. C'est dur de se marier aussi. Il y a tout un célibat paysan, en fait, où il y a plein... Enfin, je sais pas comment c'est pour une femme, mais il y a plein d'hommes qui trouvent... Enfin, en même temps, je peux les comprendre. Hein. Moi, ma femme, je serais agriculteur, elle serait pas avec moi. Il faut être très clair avec ça. Hein. Parce que si c'était... Non, mais c'est vrai. J'ai l'impression que ça pèse aussi sur la vie privée, tellement c'est une entrée... Oui, mais là, on pourrait aussi imaginer d'autres formes. Parce que maintenant, c'est toujours cette forme, cet idéal de la famille paysanne et l'exploitation familiale, où il faut un couple qui travaille là-dessus, et c'est l'homme et la femme qui doivent travailler là, et après les enfants. Mais si on arrive à déconnecter un peu ces formes, si on veut travailler comme couple, c'est tout à fait d'accord, mais aussi de trouver... de s'imaginer d'autres formes pour réduire un peu ce poids, parce que c'est aussi un poids. Et après aussi pour dire, OK, c'est tout à fait bon si c'est seulement une personne du couple qui veut travailler sur la ferme et l'autre personne fait quelque chose d'autre. Il faut s'organiser peut-être avec d'autres agriculteurs, agricultrices. Mais c'est aussi cette idée de la famille paysanne qu'il faut toujours un couple, homme et femme. Ouais, ça peut être. C'est vrai que il y a beaucoup eu, je pense, à une certaine époque. Alors, je n'en fais pas une généralité, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup eu. À l'époque, l'homme travaille sur la ferme et la femme est à la maison pour s'occuper de plein de choses, donc les enfants, le ménage, mais aussi d'une certaine partie aussi de l'agriculture. Ça peut être un coup de main, ça peut être conduire aussi le tracteur, etc. Et puis maintenant, on sort un petit peu, j'ai l'impression qu'on sort un petit peu de ce schéma-là. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont seules sur la ferme et le conjoint, la conjointe travaille à l'extérieur. Moi, j'ai mes 2 parents qui travaillent sur la ferme, ils travaillent toujours avec moi. Mais c'est vrai qu'ils ont toujours été les deux et ils ont toujours les deux tout fait, finalement. Et puis, quand je regarde un peu à l'extérieur, il y a toutes sortes de schémas actuellement. Et c'est ça qui est aussi assez intéressant, c'est que ça bouge un peu dans un autre sens. Et les gens, ils décident aussi des fois de faire un autre métier ou bien de trouver des autres solutions, comme tu dis, pour pouvoir faire en sorte que ce soit un petit peu différent aussi. Machine, ça vous évoque quoi? Les hommes. Les hommes. C'est super lié. Dans la théorie, on voit vraiment la masculinité dans l'agriculture est liée aux machines, à la technique. Ouais. Et il nous faut les femmes pour les mettre là, comme pour les promotions. C'est quoi pour promouvoir. Ouais, là, il faut des femmes qui sont là pour vendre les machines, mais après, ce sont les hommes qui conduisent les tracteurs. Ça ne marcherait pas si ce serait plus de femmes et puis on mettrait des femmes pour promouvoir ça. Il faudra changer le système. Ouais, exactement, il faut mettre les hommes là. Voilà. Tout à coup, je suis en train de me demander si je vendrais beaucoup de tracteurs, si j'étais sur un tracteur pour être l'image. Pas sûr. Un peu de cheveux au vent, c'est bon. On va voir ce qu'il en reste. Je sais
Ça m'a jamais. Je me suis jamais intéressé aux machines. Ça m'a jamais. C'est pas vrai. Comme petit garçon, j'adorais les moissonneuses-batteuses. Ah, les moissonneuses-batteuses. Non, je corresponds à tous les clichés. Ouais. C'est tout bon. Un gros tracteur, une grosse moissonneuse-batteuse. C'est bon. Question suivante. Non, les machines, c'est très intéressant. Moi, c'est ce que je préfère. Alors, j'aime beaucoup mes vaches. J'en ai repris en 2019 par passion, même si j'en ai pas beaucoup. Mais c'est vrai que ce qui m'intéresse le plus, ça reste un peu la culture des végétaux. Donc, ça passe par les machines, les véhicules. Nous, on a toutes sortes de machines parce qu'on fait de l'agriculture bio. Donc, on a aussi des machines de désherbage. Mais c'est assez intéressant de voir ce qu'une machine peut faire comme travail du sol, ce que ça peut faire pour la plante aussi. C'est tout un système qui est, je trouve, intéressant. Parce en bio, il y a des machines avec du désherbage GPS, des trucs très précis. Tu utilises ça ou... Personnellement, je n'utilise pas de GPS, vu qu'on n'a que 37 hectares. Moi, je ne sais pas. Pardon, j'ai dit une bêtise sur le nombre de vaches. Alors, je suis super que vous ayez dit vaches. Alors, le GPS, ça aide beaucoup. Pour moi, c'est vrai qu'avoir le GPS, ça vaut vraiment la peine quand on a une grosse exploitation, qu'on fait du travail pour les autres. Après, nous, on a, entre guillemets, une petite structure, je dis dans ce sens-là, parce que on a beaucoup plus de cultures végétaux que de bétail. Donc, si on avait plus de bétail, ce serait plus difficile à gérer. Donc, en fait, on a pas plus de temps, mais on arrive à prendre plus de temps pour faire certains travaux. Donc, c'est vrai que le GPS, chez nous, ça serait inutile. OK. On arrive... moi, le GPS, il est là-dedans, même si je suis myope et que je ne mets pas mes lunettes pour travailler. Pour le moment, ça va. Oui, ça va. Puis, on a des machines de désherbage mécanique. Et puis, on arrive à un peu... Pour certaines machines, il n'y a pas besoin d'aller droit. Il n'y a pas besoin forcément de GPS. Okay. Certaines machines vont très bien, même si on a même eu passé en travers d'un champ pour faire des essais de désherbage. Ça va aussi. Ça dépend laquelle de machine. Comment travers? Pas dans le sens du sommage, comme ça? Alors, je crois que je connais pas, ou peut-être que ça existe, j'en connais, mais à ma connaissance comme ça, je connais pas d'agriculteur qui fait son champ tout le temps dans le même sens. Ouais. Quand il y a une culture mise en place, en général, on va toujours dans le même sens, mais tout d'un coup... Oui, c'était dans ce sens-là. Voilà. Okay. Oui, mais par exemple, pour les céréales, nous, on désherbe avec, ça s'appelle une hercétrie. C'est des petites dents qui grattent le sol. Et, on est déjà passé en travers du champ. Donc, c'est-à-dire le champ, admettons, il est vraiment comme ça. On est déjà passé en travers. Ouais. OK. Voilà. Pour certaines cultures, ça passe pas. Comme les cultures sarclées qui sont en bande, on ne peut pas passer en travers. Faut être assez précis. Moi, j'avais ça, l'idée des betteraves. Je dis, pourquoi il passe? Oui, alors là, ça jouerait pas. D'accord. Bétail. Qu'est-ce que ça vous évoque? Cycle naturel, pour moi. Cycle naturel? Ouais. Je n'ai pas compris. Cycle naturel avec les engrais de ferme. Ah, OK. Oui, tout à fait. Bon, sinon, je ne sais pas. Pour moi, il y a beaucoup de traditions aussi qui sont liées au bétail. Hein. Et si on pense à tous les alpages, oui. Là, c'est vraiment quelque chose qui est aussi important pour l'agriculture parce qu'il y a toutes ces traditions. Quand on va avec les vaches à l'alpage et on retourne, pour moi, ça évoque ça, les aspects folkloriques. Moi, ça évoque... mon père faisait des taureaux à l'engrais, un peu à l'ancienne, en mode... on prend un petit bœuf, on lui fait prendre 1 tonne en 10 mois, puis après on le vend. Donc ça, c'est peut-être plus exactement l'engraissement qu'on veut maintenant. Un peu de soja, un peu bassi, prends 1 kilo par jour. Mais voilà, donc c'est ça que ça m'évoque. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand on pouvait donner la main au petit veau, puis il suce la main, puis je trouve ça c'est agréable. C'est chou. Ouais, ça peut... L'élevage, les animaux, ça boucle un peu la boucle pour en revenir un petit peu à ce que tu disais. C'est vrai que on voit de plus en plus maintenant, il y a certains régimes alimentaires, végétariens, véganes, etc., qui veulent parfois abolir ou diminuer drastiquement les élevages. Mais c'est vrai que dans l'agriculture, même pour la production uniquement de végétaux, on a quand même besoin de cette partie production animale pour pouvoir faire des engrais de ferme parce que
on veut plus d'animaux, on veut plus de produits chimiques, mais les engrais chimiques, c'est chimique. C'est ça. Du coup, c'est vrai que les engrais de ferme, ça apporte aussi beaucoup de matière organique et puis cet aspect plus naturel, finalement. Ça fait combien de temps que vous êtes en bio? Ça fait 10 ans. 10 ans, ok. Oui. Mon père avait commencé, et puis moi, vu que j'ai repris en 2021, j'ai prolongé. Voilà, ça fait 10 ans cette année. Qu'est-ce qu'on a? Nature, campagne. Nature, c'est marrant parce que je me dis, il y en a pas mal qui se disent je pars en vacances, mais je vais à la montagne, je vais me ressourcer. À la montagne, à la campagne, je vais me ressourcer. Il y a aussi ce côté où on associe l'espace rural à un refuge, à quelque chose de ressourçant. Et pas forcément au travail des métiers de la terre, par exemple, je trouve. Oui, ces questions-là ont été posées plutôt dans le cadre des personnes citadines, ou bien est-ce qu'il y avait un certain type de personnes qui ont répondu à ces questions? Tout mélangé. Ouais, c'est vrai qu'on associe souvent la nature à l'agriculture, ou l'agriculture à la nature, parce que c'est sans la nature, l'agriculture ne peut pas travailler. C'est souvent ce que j'apprécie transmettre à certaines personnes qui ont une certaine cause un peu opposée à l'agriculture. C'est que sans la nature, on ne peut pas exercer notre métier. Donc, pour nous, on la préserve et puis elle est extrêmement importante. Donc, c'est un peu l'élément de base, finalement, de l'agriculture. Bah ouais, si on bousille la nature, on scie la branche sur laquelle on est assis. Exactement. Ça, ouais. Bah oui. Ouais. Alors, on poursuit. Une profession d'origine familiale. Vrai, faux? Est-ce que c'est encore le cas? Disons que c'est compliqué peut-être de devenir paysan si ses parents sont pas paysans, parce qu'il faut acheter beaucoup d'hectares. Ouais. Ça, je connais pas le modèle économique de se dire je sais pas, je travaille dans un métier standard et puis je veux transitionner ou pire, je sors du gymnase, je vais aller faire une école d'agriculture et puis après investir dans un domaine pour que ça devienne mon gagne-pain, ça doit être un peu franchement assez compliqué. Ouais. Je sais pas si vous connaissez des statistiques là-dessus. Je sais que vous n'êtes pas statisticien. J'ai l'impression que vous connaissez beaucoup de choses. Je me tourne vers vous, mais j'ai l'impression que vous connaissez beaucoup de choses. C'est l'impression que vous me donnez. C'était un test stéréotype que j'ai sur vous. Alors, qu'en est-il? Alors, des statistiques n'existent pas sur la remise extra-familiale, parce que vraiment, on ne sait pas combien de fermes sont repris hors cadre familial. Mais c'est quelque chose qui montre, un chiffre qui montre, parce qu'il y a beaucoup plus de familles paysannes qui ont des enfants, mais les enfants ne veulent pas reprendre, parce que c'est trop dur. Ils n'ont pas envie de bosser et gagner très, très petit. Et c'est vraiment dur parce qu'on a cette différence entre valeur vénale et valeur rendement pour reprendre. Les enfants d'un agriculteur, agricultrice peuvent reprendre la ferme à la valeur de rendement qui est beaucoup plus bas que la valeur vénale. Et comme ça, c'est super. C'est l'économie qui est super difficile. Mais l'autre, c'est aussi cette idée. Comme je dis, on est tellement attachés et on pense, mais c'est quelque chose pour toutes les entreprises familiales. On doit remettre son entreprise à les propres enfants. Pour garder aussi le nom sur la ferme, sur l'entreprise. Et comme ça c'est beaucoup ont toujours la peine à penser qu'une autre famille qui n'est pas de la même famille pourrait reprendre la ferme pour cultiver ces terres qu'avant les pères, grands-pères ont cultivées. Et ça, c'est comme deux choses qui sont super difficiles pour les personnes qui ne sont pas ici dans l'agriculture, d'une famille paysanne, de reprendre les finances. Et aussi, il n'y a pas beaucoup de fermes qui sont à la vente. C'est ça. Ah ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de paysans. Donc je me dis qu'à un moment donné, il y aura du terrain agricole qui ne trouvera pas forcément d'acheteurs, qui ne trouvera pas forcément repreneurs ou repreneuses. Il y a toujours des repreneurs. Oui. Souvent, ce sont déjà des personnes qui sont implantées. Par exemple, si c'est un village,
qu'une personne arrête, c'est quelqu'un d'autre du village qui reprend, par exemple, l'exploitation ou c'est redistribué. C'est vrai qu'il y a souvent le cas parce que finalement, peu de repreneurs, comme tu disais. Moi, en ayant fait le CFC il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes quand même externes au métier. Mais c'est vrai que principalement, on est des enfants d'agriculteurs. Mais ceux qui sont externes au métier, souvent, ils doivent chercher une exploitation sur laquelle travailler. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident à trouver. Donc souvent, ils restent employés quelque part où il y a certains débouchés qui sont dans l'agriculture, un peu par-ci, par-là. Mais des repreneurs de ferme, c'est vrai que j'en ai connu, mais très peu. Des personnes qui reprennent la ferme hors cadre familial. C'est vrai qu'il y en a très peu, oui. Mais, ça augmente, je pense. Mais je me posais la question, vu que tu l'as relevé avant, mais aujourd'hui, la relève, c'est quelque chose qui va... Au niveau des statistiques, il y a encore des jeunes qui veulent reprendre l'exploitation familiale de leurs parents, ou pas tellement, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de personnes âgées qui sont chefs d'exploitation. Les jeunes, maintenant, comme on a évoqué, ils trouvent que c'est aussi un métier difficile où il faut quand même beaucoup donner, il faut vraiment s'investir. Est-ce que ça ne pose pas la question de la relève qui va pouvoir reprendre les exploitations plus tard ? Je pense que c'est surtout une question de passion. Si on prend, dans mon cas, on est 3 enfants, donc mes parents ont eu 2 garçons et une fille. Je suis la dernière de la fratrie. Et c'est vrai qu'on était les 3 pas intéressés. Mes 2 frères sont toujours pas du tout intéressés. Et quand on se pose la question, mais en fait, cette ferme, actuellement, elle aurait été... peut-être mon père sera encore dessus, mais dans quelques années, elle aurait été remise certainement aux collègues du village parce qu'on n'était pas intéressés. Quand j'ai appris un petit peu à rentrer dans ce système agricole et puis à m'intéresser à l'agriculture, je me suis découvert une véritable passion. Pour moi, c'est devenu vraiment un mode de vie. Et je me rends compte maintenant que je ne pourrais pas faire un autre métier. Donc, pour moi, s'il n'y a pas de passion, s'il n'y a pas peut-être depuis le plus jeune âge ou depuis un certain âge, un intérêt porté pour une exploitation, effectivement, je pense que ce serait quelque chose qui passerait à la trappe et qui serait remis peut-être à des collègues de proximité ou des connaissances plutôt qu'à des personnes de la famille, finalement. Moi, je pense qu'il y a là cette barrière que les parents ne veulent pas passer la ferme à une autre personne qui vient de l'extérieur. C'est aussi cette image, tu n'es pas fille ou fils de paysan, comme ça, tu ne comprends rien. Tu dois être né là-dedans, et sinon, tu ne comprends pas, tu ne peux pas gérer une ferme, tu ne peux pas produire. Et moi, je vois, nous avons peut-être la moitié, un peu moins, que la moitié sont pas... on ne pas faire le CFC, par exemple, chez nous, les étudiants et étudiantes. Et il y a pas mal d'étudiants qui viennent de la ville, mais qui veulent, à la fin, juste produire, devenir agriculteur, agricultrice. Et il y a aussi des sœurs et frères, des personnes qui ont repris la ferme, des parents qui veulent aussi avoir une ferme comme ça. Moi, je pense, pour l'instant, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à reprendre. Mais la difficulté est vraiment chez la vieille génération de dire, OK, on peut aussi donner notre exploitation à la valeur vénale, à une autre personne qui veut l'exploiter après, qui veut faire quelque chose, qui veut vivre là. La valeur vénale, elle est intéressante pour la génération d'après. Hein. Tes frangins, ils seraient peut-être intéressés à ce que tu achètes. Si tu le vends à quelqu'un d'autre, il y a peut-être un petit 37 hectares. C'est pas mal, hein. Pour eux, c'est pas la même chose. Il y a de quoi acheter de l'immobilier, surtout dans le Nord-Vaudois. On salue les amis du Nord-Vaudois. Où le terrain est à 1 franc le mètre carré. Non, mais c'est vrai. Il y a pas, je sais pas, tes frangins, ils n'auraient pas voulu... on vend l'exploitation, comme ça on a tous un petit pactole. Alors, après, c'est une histoire de... Comment dire après, vu que ça appartenait à mon père, c'est lui qui aurait récolté la somme finale. Après, s'il ne serait pas parti en vacances ou je ne sais pas où pour tout dépenser son argent, peut-être que pour nous, ça aurait de l'intérêt plus tard. Mais
c'est vrai que, voilà, après, on ne peut pas faire n'importe quoi avec du terrain agricole. Et puis, c'est vrai que je pense que mon père n'aurait pas forcément voulu que ça parte... Enfin, il s'était peut-être fait déjà l'idée que ça allait partir chez un collègue pour une certaine somme peut-être plus intéressante pour lui. Mais je pense que ça reste psychologique de se dire, ça reste dans le cadre familial. J'ai ce bonheur-là de voir que c'est mon enfant qui reprend et puis qui continue ce petit bijou-là, ce petit bébé. Ouais. Bon, c'est assez beau si on parle des clichés aujourd'hui. C'est ça que tu as 2 frères et puis c'est toi qui est une femme qui reprend l'exploitation. C'est que le monde, même agricole, avance, non? Oui. Non, pas du tout. Oui, non. Ça a quand même beaucoup bougé aussi à ce niveau-là. Il y a toujours eu des femmes. D'ailleurs, je pense qu'à une certaine époque, les femmes travaillaient énormément. D'ailleurs, pendant la guerre mondiale, qui faisait les terres quand les hommes étaient sur le front. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu des femmes. Et puis en discutant avec certaines qui sont là déjà implantées depuis longtemps, on se rend compte que c'est pas forcément incroyable, quoi. Et elles ont toujours été là, mais peut-être en minorité par rapport à Enfin, c'est toujours en minorité, mais c'est clair que ça évolue dans un autre sens parce que c'est plus accessible aussi maintenant. Mais je crois que c'est parce que c'est toi, dans la discussion qu'on avait au téléphone, c'est les femmes impliquées dans l'agriculture, très impliquées, mais plus dont on avait tendance peut-être à diminuer le travail au niveau de ce qui est visible. En fait, en réalité, elles travaillent beaucoup, mais on le dit pas beaucoup et ça se voit pas beaucoup. Tandis que là, si je me trompe pas, je sais pas si j'ai compris, mais toi, tu es la chef d'exploitation. Du coup, tu es un peu le capitaine du navire. Ça devient quelque chose de plus reconnu, de plus visible. C'est dans ce sens-là que je disais... je suis absolument pas en train de dire que les femmes ne travaillent pas dans les... Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, mais que tout à coup, c'est quelque chose de plus visible et de plus reconnu, quoi. C'est clair que là, on met un terme sur le statut de la personne, donc de la femme en l'occurrence, chef d'exploitation. Et puis souvent, le problème avec les femmes, c'est pas forcément un problème, mais ce qui se passe avec les femmes qui travaillent avec leur mari qui est exploitant lui-même, elles sont un petit peu mises peut-être moins en avant, donc c'est pas leur nom, mais elles fournissent tout autant de travail qui est aussi important. Et parfois, c'est aussi du travail qui n'est pas payé pour elles. Parce qu'elles sont considérées comme femmes au foyer. Elles vont donner le coup de main, elles vont faire certains travaux, et puis finalement, on les voit moins que si c'était marqué en gros Monsieur et Madame. Là, c'est très juste, parce qu'on a regardé ensemble. Là, on a, au niveau des stats, qu'est-ce qu'on a? On a, je crois, 63% d'hommes qui travaillent dans les métiers de la terre, et puis 37% de femmes. Et parmi celles qui sont chefs d'exploitation, on tombe à 7,1%. Après, comme d'hab, c'est juste des chiffres. Mais ça veut dire qu'au niveau officiel, en Suisse, on est en retard aussi par rapport au reste de l'Europe, où on attend des chiffres qui sont bien plus importants. Mais on en avait discuté aussi de l'étude qui avait été faite sur les femmes dans l'agriculture. Et puis, la plupart se considèrent aussi plus ou moins comme mères au foyer, comme paysannes. Mais rarement, elles se considèrent comme co-exploitantes, malgré le fait qu'elles donnent aussi le coup de main qu'il faut, à savoir la moitié, quoi. Je pense qu'aussi, le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on dit agriculture, c'est la main dans la terre. Et puis, on oublie un petit peu tout l'aspect qu'il y a derrière, qui est l'aspect, par exemple, bureautique, qui est aussi un gros aspect de ce travail-là. On se dit, souvent, quand on discute avec des agriculteurs, tu fais la compte à quand? Le soir. Quand c'est dimanche, ou finalement, on met un petit peu cette partie-là administrative un petit peu sous l'eau pour se dire, en fait, c'est comme si c'était une autre branche. On dissociait ça de notre métier, alors que sans tout ça, sans l'aspect bureautique, on ne pourrait pas faire ce métier-là non plus, parce qu'on a quand même beaucoup d'aspects administratifs à faire. Et puis, il y a toutes les inscriptions, il y a des choses en fait qui sont obligatoires. Et puis, il y a beaucoup de femmes aussi qui font ça, qui se disent, du coup, c'est pas un travail concret, alors que c'en est un, clairement. Puis, c'est peut-être pas considéré comme être agricultrice. Je sais pas. Est-ce que tu en penses, toi, par exemple? Je pense qu'il y a ici un changement petit, parce que c'était avant, peut-être il y a 10 ans, 20 ans, en arrière, c'était le stéréotype que les
femmes mariées avec un agriculteur, les paysannes, faisaient la compta et tout ça. Parce que l'homme voulait être dehors et bosser dehors et faire les travaux vraiment physiquement forts. Mais maintenant, je pense que ça change un tout petit peu parce que là, de plus en plus, on doit être entrepreneur. Et ça, tu apprends aussi maintenant quand tu fais le CFC, peut-être pas encore tellement, mais après, pour le brevet et tout ça, la maîtrise, tu apprends beaucoup ces aspects d'entrepreneur. Il y a plus en plus des hommes ou les chefs d'exploitation qui veulent faire elles-mêmes la compta, parce que là, ça te donne aussi, tu dois connaître tes chiffres. Mais j'ai fait des entretiens avec des paysannes qui disaient, mon mari me donne des chiffres pour faire la compta, mais moi, je sais pas si c'est rentable ou pas, je pense pas, mais il me donne rien. C'était des personnes aussi qui voulaient pas vraiment savoir si c'est rentable ou pas. Et je pense que là, il y a un changement, que la comptabilité, avant, c'était vraiment le métier typique, ou le travail typique des femmes ou des paysannes, et maintenant, ça change un peu. C'est pas forcément comme ça. Mais tu as raison, il y a beaucoup des travaux qui sont à l'interne. C'est aussi faire la nourriture pour tout le monde, aussi pour les employés, pour les apprentis et tout ça. Ça, on considère comme travail de ménage, mais c'est un travail pour l'entreprise. Et ça, c'est pas visible. Et ça, c'est vraiment beaucoup, comme tu as aussi dit, beaucoup des travaux que les femmes font ne sont pas visibles, ne sont pas reconnus. Et pour cela, on ne voit pas les femmes dans l'agriculture. Puis on ne paye pas de premier, deuxième et troisième pilier pour ça. Non, mais ça va changer incessamment sous peu. C'est-à-dire que ça va rentrer en vigueur en 2027 au niveau des partenaires de vie, donc partenariats enregistrés, ou au niveau des épouses. Celles qui travaillent de manière plus ou moins de manière importante sur l'exploitation vont pouvoir avoir des déductions au niveau des assurances sociales. Oui, mais c'est seulement en cas de maladie ou accident et pour Todesfallversicherung. C'est pas le premier, deuxième ou troisième pilier. Non, c'est vraiment accident, important. Maladie, décès, sauf erreur. Ouais, c'est ça. Okay. Et ce sont des assurances quand la main d'œuvre féminine manque sur l'exploitation. Ouais. Là, je suis vraiment, c'est bien d'avoir fait un pas dans la bonne direction. Oui. Mais ces assurances sont seulement en cas que la femme manque dans l'exploitation. Et ce ne sont pas des assurances pour la femme quand elle travaille. Et puis surtout ça répond à sa retraite aussi, bêtement. Si on passe des années à bosser sans cotiser... Parce qu'à la fin, c'est l'exploitation qui bénéficie de ces assurances et pas la femme. Et ça, c'est vraiment, moi, je trouve ça très, très, d'un point de vue d'égalité, c'est critique. Parce qu'on dit maintenant, on a fait quelque chose. Mesdames, vous pouvez vous calmer, c'est tout réglé maintenant, on a ces assurances, mais ce n'est pas des assurances pour la femme, ce sont des assurances pour l'exploitation. Oui. Et ça, ça n'était pas mis en clair dans toutes ces discussions politiques. Et je trouve ça, c'est vraiment... c'était une enquête qu'un étudiant a fait pour son travail de master, mais ça réfléchit plus ou moins à d'autres données. C'est toujours plus qu'un 40% des femmes épouses d'un agriculteur qui bosse, parfois beaucoup, qui gagnent rien. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut changer. De mon point de vue, c'est pas correct qu'il y a des femmes ou aussi des épouses des femmes chefs d'exploitation qui bossent pour une entité économique et ne gagnent rien. Elles ne gagnent rien du tout. Non, il y a encore du travail. Il y a du travail. Il y a clairement du travail. Vu qu'on est un peu sur le sujet, je me demandais, Manon, toi, tu trouves qu'actuellement, c'est difficile d'être une femme dans l'agriculture ? De mon point de vue, à moi, non, parce que je me sens intégrée, entre guillemets. C'est-à-dire que mon papa n'a jamais fait de différence parce que j'étais une femme, enfin, j'ai pas l'impression.
étant donné que ma maman travaillait déjà sur la ferme. Et puis, vis-à-vis du monde qui m'entoure, c'est inscrit finalement. C'est comme ça, je collabore avec d'autres agriculteurs, c'est normal, on se téléphone, c'est comme si... ça ne change rien. Après, c'est clair que suivant où je vais, suivant qui me téléphone, quand je reçois des courriers où c'est toujours marqué monsieur, parce que d'office, on sait que les exploitations, c'est monsieur, donc monsieur Manon. Ça me donne un petit côté viril. Mais c'est vrai qu'il y a encore certaines choses qui sont un petit peu spéciales, on dira. C'est vrai que quand on est en tracteur, les gens, ils sont là à nous regarder passer en train de dire soit... qu'est-ce qu'elle fout là ? Elle s'est trompée de véhicule ou suivant où on va. C'est drôle. Comme, merde, je voulais prendre ma voiture, j'ai pris le tracteur. C'est que visiblement, on est bourré. Non, mais la blonde, elle ne sait pas faire une différence entre une voiture et un tracteur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés là, sur celui-là. Non, c'est vrai. Si on va au centre collecteur, il y en a qui ne font pas la différence finalement. C'est normal. Il y en a qui sont en contraire en admiration et il y en a qui sont d'office... fixé sur, je ne sais pas si c'est aussi une, comment on dit, si c'est psychologique de se dire, une femme n'a rien à faire dans ce métier, quoi. Si c'est, j'ai plus les termes. En stéréotype. Voilà. Si c'est un cliché, voilà. Si c'est finalement un cliché de se dire, elle fout quoi là, quoi. Ça vient plutôt un préjugé. Un préjugé. Un préjugé, parce que ça, il y a une connotation négative. Qu'est-ce qu'elle fait ici Et peut-être tu sens aussi que tu regardes comme pas. Des fois, moi-même, j'ai l'impression d'être illégitime où je suis. Donc, mais c'est très rare. Voilà. C'est dans quelques cas. Après, ça sera beaucoup plus rare qu'un homme, j'imagine. Mais voilà. Puis même, finalement, même si on m'a déjà dit, mais t'as pas peur de te casser un ongle ou des choses comme ça, à part me faire sourire puis dire, non, en fait, ça fait pas grand-chose, quoi. Et on parlait... C'est pénible quand même. Là, c'est vrai, tu vois, moi, je subis pas ce genre de truc, quoi. Ou ça m'énerverait. Moi, je te le dis tout de suite, si on me... Non, mais je pense que c'est vrai qu'on n'a pas emmagasiné ce genre de remarques toute notre vie. Que moi, si on me dit que je suis pas à ma place, ça m'énerve. Donc, je pense que j'ai moins appris à faire ça, quoi. Forcément. Ouais, c'est peut-être, je sais pas, le choc quand on discute avec quelqu'un qu'on connaît pas. Qu'est-ce que tu fais comme métier ? Ah bon ? Elle est où la bulle ? Elle est où la salopette ? Voilà, enfin... ça, on n'a pas eu. Les paysans, toujours en salopette. Avec des bas de ça, on n'a pas eu comme réponse. Moi, surtout que je connaissais pas... la salopette, la bulle, c'est quoi ? Le bidou. Le bidou. C'est vrai, je sais pas, il y a... préjugé. Se dire, si c'est une agricultrice, c'est, je sais pas, la rondelette... oui. Un garçon manqué. Peut-être. Après, quand on regarde les agriculteurs actuellement, ça ne veut plus rien dire. Homme ou femme, on peut être ça peut être une personne très jeune, ça peut être une personne très fit ou développée. Il y a différents... Maintenant, il y a de tout. Je veux dire, il y en a qui ont dit, mais tu as des tatouages ? Oui. Ça ne veut plus rien dire maintenant. Ça peut être n'importe qui. Mais on a oublié de te poser une question à vous deux, plutôt à Manon et à Simon. C'était quoi le déclic qui t'a poussé finalement à... Parce que tu as dit que tu avais fait emploi de com. Comment ça se fait que tu as décidé de reprendre l'exploitation ? Et inversement, pourquoi toi, tu as décidé de ne pas poursuivre le chemin de tes parents ? Ouais, c'est moi qui... Je sais pas, moi je crois que j'avais très besoin d'aller voir ailleurs si j'y étais. J'avais très besoin de pouvoir bouger. Donc, on parlait du lien très, très fort avec le lieu, simplement. Je pense que moi, au moment où il a fallu choisir, j'étais encore très jeune, parce que mon père m'a eu assez âgé. Donc, voilà, j'avais 15-16 ans au moment où il a fallu reprendre. Ouais, à peu près. Non, 16-18 ans. Ça me semblait trop de rester sur l'exploitation et comme ça. Et mon père, qui était...
de la génération alors des agriculteurs qui a toujours fait sa comptable, qui a toujours été intéressé à savoir si c'était rentable ou non, avait vraiment en tête une espèce de réalité économique qui disait mais moi je suis né en 1933, j'ai vécu la guerre, le plan Wallonne, en sortant de la guerre, les agriculteurs c'était des demi-dieux, enfin je veux dire c'était une autre époque complètement, et en ayant 13 hectares et 2 hectares loués, il me dit mais c'est plus début de l'an 2000, c'est plus ça. Donc c'était très clair pour lui qu'il aurait fallu énormément investir, énormément développer, je sais pas, de la vente directe, plein de choses, que son modèle économique était terminé. Donc lui, il m'a pas tellement poussé, il a pas tellement poussé mon frère à ça. Et pour moi, c'était trop, quoi. Donc c'était pour la petite histoire. Maintenant, je suis de retour. J'habite juste à côté de chez ma mère. Je suis de retour dans ce lieu où j'espère pouvoir rester longtemps. Mais ouais, c'était trop. Et lui m'a pas vraiment poussé. Et tu regrettes? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pourquoi tu dis non, Moi, c'était Farming Simulator. Non, je rigole. Non, alors, en fait, quand j'étais très jeune, mes parents me prenaient avec parce que on était 3 enfants et mes parents n'avaient pas moyen de garde pour nous garder, donc ils nous prenaient avec, mais c'était plus un cauchemar pour mes parents, nous avoir avec. Et puis, en fait, simplement, si j'ai bien compris, mes parents, ce qu'ils m'ont expliqué un petit peu par la suite, c'est on ne vous a pas intéressé à ce métier parce que financièrement parlant, c'était pas possible. Mon père travaillait aussi ailleurs. Donc, il était chef d'exploitation. Il travaillait avec ma maman. En plus de ça, il a fait plusieurs boulots à côté. En dernier, il travaillait dans un garage mécanique pour un peu arrondir les fins de mois. Et quand il a fait sa reconversion en bio, c'est là qu'il a commencé un petit peu à sortir la tête de l'eau. Il n'est pas devenu riche, mais ils ont commencé à pouvoir prendre une fois de temps en temps des vacances. Ils ont commencé à pouvoir faire des sorties au restaurant. Et puis c'est là qu'ils se sont dit, ça devient intéressant. Et puis moi, en fait, dans cet intervalle-là, j'avais rencontré à l'époque un agriculteur qui était mon copain de l'époque. Et pour le voir, j'étais obligée d'aller travailler. Voilà. J'étais employée de commerce. Alors, les week-ends, j'allais chez lui travailler. Et puis, c'était assez diversifié chez lui. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte, moi qui n'ai jamais trouvé ma vocation professionnelle, je me suis dit, mais waouh, en fait, j'adore faire ça, quoi. J'aime tellement faire ça que j'ai pas envie de retourner au travail lundi matin. J'aime tellement faire ça que j'y allais des fois les soirs de semaine. J'allais des fois travailler pendant la nuit parce que il faisait certains travaux aussi de nuit. Et puis, j'adorais ça, quoi. Donc, du coup, en fait, c'est là que j'ai annoncé à mes parents que je voulais me reconvertir. De loin pas, j'ai dit, je vais reprendre la ferme demain, papa. Mais vraiment, je me suis dit, je vais déjà faire le métier, on verra bien. J'ai trouvé rapidement mes places d'apprentissage. Et puis, en fait, après ça, vu que mes parents avaient arrêté le bétail avant que je naisse, ils avaient quelques vaches laitières. J'ai fait une partie de mon apprentissage chez mes parents qui étaient exploitants bio. Comme ça, je pouvais faire le CFC bio intégré. Et puis, après, j'ai fait une 2e année chez un exploitant qui avait des vaches laitières. Et j'ai une passion pour les vaches. Donc, après, j'ai encore repris des vaches allaitantes, quelques vaches sur la ferme. Et puis, ça s'est un peu fait en engrenage comme ça, finalement. Mais c'est marrant de dire ça, que les parents ne vous ont pas forcément orienté directement dans le métier. On était tous les jours dans le cadre de la ferme parce qu'il y a les tracteurs autour de la maison, il y a la vigne à côté. Si je voulais aller voir ma maman, enfin quand j'étais jeune, elle me laissait pas à la maison, elle me prenait avec. On était sur la roue du tracteur, mais c'est vrai que jamais, quoi. Nous, on faisait des travaux peut-être qui n'étaient pas très intéressants, comme aller poser les trichogrammes dans le maïs ou bien ramasser les cailloux, donc c'était peut-être pas le truc le plus intéressant. Et puis, c'est vrai qu'en prenant du recul, maintenant, je ne me vois pas faire autre chose aujourd'hui. Et puis, c'est vrai que je pense que si on n'a pas cette passion depuis petit, puis qu'on n'essaie pas de ça découvrir plus tard, en fait, des fois, on peut passer à côté de certaines choses. Mais voilà. Ouais, bon, moi, alors, j'avais trouvé une passion pour le théâtre et la scène à 14 ans, qui me consumait aussi, on continue à le faire 7 jours par semaine aussi. Donc,
là, je retrouve le même, la même, le même schéma. Le même schéma. Si tu te lèves pas le matin, puis en fait, tu as une espèce de petit truc qui te pique, qui te dit, il faudrait que j'écrive ce truc, machin. C'est la passion. C'est je sais pas, c'est la passion. Des fois, on se dit, une vie plus tranquille, sans passion, ça serait plus tranquille. Oui, aussi, quoi, tu vois. Mais non, mais c'est la même chose, quoi, c'est ça. Ça me fait penser, là, on a une réponse. On parle de passion, mais passion, mais les paysans râlent tout le temps. C'est quoi ce paradoxe? Ils sont jamais contents, ces paysans. Moi, j'ai l'impression que ce qui est dur, les paysans, ils râlent à cause de ce que tous les passionnés râlent, c'est ce qui est dans leur métier, pas leur passion, l'administratif, comme ça. Enfin, il y a vraiment un truc comme ça. Ça charge. Moi, je comprends. D'essayer de faire les choses bien, de faire des bons aliments, de faire les bons trucs, puis il faut remplir des cases pour Berne. Ouais. Et puis ça, c'est pénible. Mais si on veut faire des statistiques, non, je rigole. non, mais j'ai l'impression que c'est surtout là-dessus qu'ils râlent, ou éventuellement contre le mauvais temps. Mais... Oui, le mauvais temps. Pour moi, ça serait la météo. La météo, parce qu'en fait, la météo, ça fait énormément, ça dirige un peu notre métier. Donc, du moment qu'on doit aller faire certains types de travail, s'il pleut tout le temps, s'il fait trop soleil, trop sec. Donc, c'est vrai qu'on n'est jamais content parce qu'on a des grosses séries de sécheresse, on a des grosses séries de pluie, on n'a plus de gel alors qu'il en faudrait. Ça change aussi les perspectives de travail. On voit, il y a des changements aussi de plantes. Quand on achète les semences, il y a certaines plantes qui sont plus intégrées à certains mélanges parce qu'elles gèlent plus. Donc, quand on fait du colza associé, par exemple, avec des plantes qui gèlent plus, après, c'est plus gérable. Donc, c'est vrai je pense qu'il y a tout le temps une remise un petit peu en question du métier. Et puis, ça se joue beaucoup à la météo. Je trouve que c'est assez pénible. Okay. Ouais, mais je trouve aussi c'est peut-être le côté administratif et aussi la politique agricole, dans ce sens que, pour l'instant, il y a tellement des règlements, tellement des choses que parfois... Les agriculteurs me disent seulement, je comprends vraiment pas, mais je fais que des coches, par exemple, pour des trucs de biodiversité. Et là, c'est un cadre très, très rigide qui aussi limite un peu la main-d'œuvre qu'on a, marge d'œuvre. et pour vraiment dire, OK, c'est vraiment moi qui peux décider des choses. La météo, c'est aussi un peu ça, parce que s'il y a toujours la pluie, on peut pas changer. Et c'est comme une sorte d'impuissance. Impuissance, merci. Ça c'est aussi quelque chose qui est vraiment dur. Et pour la qualité de vie, c'est un peu théorique maintenant. J'ai fait des recherches sur la qualité de vie. Ça, c'est important de pouvoir gérer ces choses, c'est pouvoir décider des choses. Et j'ai un peu l'impression que c'est tous ces aspects administratifs qui sont nécessaires, parce que moi, je dois aussi faire beaucoup de choses administratives qui ne sont pas ma passion dans ma profession. Mais ça, c'est quelque chose qui est perçu comme vraiment un poids super fort. Et on aimerait bien faire son boulot ou sa passion d'une bonne forme, mais on se sent, dans ce cadre rigide tout le temps. Et je pense que ça, c'est aussi une raison pourquoi qui râlent tout le temps. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu l'insertion des paiements directs, et puis ça a compliqué beaucoup l'aspect administratif. Et c'est vrai que c'est toujours redirigé, c'est toujours revu, et en fait on a toujours des nouvelles règlements, il faut toujours être à la page. Puis quand on sort le tracteur hors du cadre de la météo qui peut ou ne pas jouer, on doit regarder si on a une inscription à ça, si on a respecté les délais jours de plein de choses différentes. En fait, il y a plein d'aspects là-dedans à considérer avant de pouvoir partir avec son tracteur, finalement. Et puis, c'est assez lourd. Et vu que on aimerait que ça s'allège un petit peu avec tout ce qui est de la révolte agricole, mais c'est vrai que certains contrôles qui devraient, par exemple, être tous les 4 ans, puis qui sont d'office chaque année, il y a plein d'éléments en fait, qui sont pris en compte juste à cause des changements, des mesures ou de certaines normes qui sont vachement lourdes. Je rebondis, un mode de vie que les autres, les non-paysans, ne comprennent pas. On est dedans un peu. Il me semble. Je crois que
moi qui étais des deux côtés, je fais vraiment beaucoup la promotion de mon métier actuellement sur les réseaux parce qu'en fait, vu que j'étais à l'opposé, j'étais pas du tout intéressée. Quand mes parents me parlaient du travail, ça m'intéressait pas. Enfin, pour moi, c'était... Même mon frère, une fois, m'avait dit « Ah, tu seras agricultrice ». J'ai dit « Mais ça va pas ou bien ?» Ben, c'est vrai que je me rends compte que finalement, une fois qu'on y est, c'est ancré, quoi. Quand on est à l'extérieur, quand on est hors du métier, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Tant qu'on n'a pas fait, tant qu'on n'a pas enfilé une paire de bottes, tant qu'on n'a pas discuté, échangé avec un agriculteur ou une personne qui est dans ce système-là, on ne peut pas comprendre. C'est souvent le cas dans les conflits qu'il y a eu, par exemple, avec certaines initiatives. Quand on discute avec des gens, ils disent « Mais non, tu ne peux pas continuer comme ça. » Enfin, pour toutes ces initiatives qu'il y a eu, ben, on se rend compte que quand on discute, on échange avec les gens, ils sont totalement déconnectés de la réalité. Tandis que quand on échange avec des gens qui sont un petit peu dans le cadre ou qui ont une personne de la famille, tout d'un coup, on arrive à intégrer certaines notions. Ou quand on échange vraiment avec des personnes qui sont... parce que, par exemple, politiquement parlant, moi, je suis plutôt... je ne suis pas dans une extrême, ni dans une extrême trop droite, trop gauche. Mais quand on discute avec une personne qui est dans un des deux extrêmes, on se dit, mais il y a des choses que tu ne peux pas comprendre si tu ne vas pas un petit peu réfléchir un peu plus loin. Je ne critique pas les extrémistes, loin de là. Mais quand on n'arrive pas à se renseigner sur le système agricole, on ne peut pas savoir certaines choses. Je prends l'exemple que j'ai eu un échange avec une personne qui était végane extrémiste. En discutant, elle a sorti des notions. Vous êtes des assassins, vous êtes toutes les choses les plus extrêmes. Puis en discutant, je dis, mais qu'est-ce que tu manges, toi? Explique-moi. Je mange ça. Elle mangeait en l'occurrence des lentilles. Je dis, mais comment c'est produit, les lentilles? Tu plantes et puis... Enfin, voilà, aucune connaissance. Ok, je vais t'expliquer comment ça se fait. Effectivement, tu sèmes ta culture, enfin, tu l'entretiens, etc. Mais pour que ça pousse, il faut des engrais. Il faut des engrais. On en revient là. Voilà, on en revient. La boucle doit se boucler finalement. Et puis ça, en discutant après, la personne dit « Ah ouais, j'avais pas réfléchi comme ça. » Puis je pense que c'est moi, j'appelle ça le fossé. J'appelle ça depuis plusieurs années comme ça parce que c'est vraiment un fossé dans lequel il y a deux parties. Il y a ceux qui connaissent un petit peu. Puis il y a les autres qui sont vraiment un peu contre nous, contre ce système-là, qui ne veulent pas essayer d'aller justement apprendre et puis savoir comment ça se passe. Mais moi, je pense qu'il y a aussi... Parce qu'il y a tellement de réalités de vie. Pas seulement la réalité de vie des paysans, mais aussi la réalité de vie des comédiens ou des infirmières ou des je sais pas quoi. Et je pense... c'est toujours difficile de comprendre comment c'est pour les autres. Parce que moi, j'ai aussi... ma profession, c'est aussi pour moi beaucoup de fois une passion. Je bosse aussi beaucoup plus qu'une personne standard peut-être bosse. Mais c'est difficile à comprendre si on n'est pas dedans. Mais je pense que ce qui est différent pour l'agriculture, c'est... Et l'agriculture est toujours au niveau politique en discussion, dans les médias en discussion. Et c'est là-bas, c'est la nourriture. Comme tu as dit, si on n'a pas les agriculteurs, agricultrices qui produisent la nourriture, c'est fini. Et comme ça, c'est quelque chose... L'agriculture est toujours en discussion, au centre. Et ça, c'est un peu difficile. Mais à la fin, aussi pour les agriculteurs, agricultrices, c'est parfois difficile de comprendre les réalités des autres. C'est parfois pour moi comme une bubble, une bulle dans laquelle l'agriculture est. Et on pense, c'est seulement nous et seulement nous, on peut se comprendre. Mais non, c'est le dialogue. Tu as bien dit, il y a cette fosse. Il faut un dialogue, mais c'est aussi, je pense, un dialogue de l'agriculture avec les autres pour comprendre que les autres ont aussi parfois des réalités super dures, super difficiles. Et c'est pas que l'agriculture, que dans l'agriculture on bosse dur, que dans l'agriculture on gagne pas beaucoup, que dans l'agriculture, parce que ça augmente aussi ce stéréotype de l'agriculture qui a aussi parfois, après on dit oui, et ça clash parce qu'on dit les agriculteurs sont toujours en train de râler. Mais après ils reçoivent tellement des paiements directs et tout ça. Ça pour la
population non agraire qui ne comprend pas le système, c'est super difficile à comprendre. Oui. Mais c'est aussi l'agriculture ou les personnes dans l'agriculture que parfois n'essayent pas à comprendre la réalité des autres. Et je pense que ça, c'est le problématique, qu'on n'essaye pas à comprendre la réalité des autres. Mais le problème est partiellement résolu parce que Manon communique sur les réseaux sociaux. Mais seulement en français. Tu devrais aussi communiquer en allemand. Alors j'ai besoin de toi. Puis pour faire ça avec humour, voilà, c'est bon. Évidemment. As-tu trouvé du boulot aujourd'hui? Voilà, on est une équipe complète. En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges. Je ne sais pas si vous voulez rajouter encore d'autres aspects, une anecdote ou un élément qui n'aurait pas été abordé, qui vous tient à cœur. Non, je suis heureux parce que j'ai l'impression qu'on a eu des choses à se dire parce qu'on n'a pas eu le temps de faire le patois. Donc c'est pas fini. C'est maintenant le patois. Ok, je me suis dit, tiens, ça y est, on a fait. Non, on continue. La partie difficile. La partie difficile, c'est-à-dire un petit quiz avec des termes en patois qu'il faudrait essayer de deviner. Le premier. On gagne quoi si... On gagne des tickets pour le spectacle Charrette de Simon Roman le 10 mai à Salles. Venez au spectacle au Théâtre de la Lisière, un spectacle sur l'agriculture le 10 mai à Salles. Pour le perdant, j'ai quelques rumex et chardons à retirer. Apparemment, c'est difficile de les déraciner. Oui. Ils sont toujours là. Le premier terme, la gnôle, qui vient de Fribourg. L'alcool, hein? Oui. La gnôle, c'est de l'alcool. Ouais. Ça a un double sens. Ça veut dire autre chose aussi. Oh là là. Il y a les gnolus qui sont des mauvais gamins. Mais... Aussi, c'est vrai, on disait ça à l'époque. Ah, peut-être que les gnolus, c'est les enfants dont les parents ont trop bu. Ils sont devenus... c'est une maladie. Voilà. C'est génétique. C'est gnolu, il y a beaucoup. Non, alors juste pour les enfants qui font un peu des bêtises, juste pour l'eau de vie, donc l'alcool. Et puis le troisième terme, c'est pour le brouillard. La gnôle? La gnôle. Juste gnola. Ah, ok. Ouais. C'est fribourgeois? Fribourgeois, tout à fait. De Neuchâtel. Ah. La cramine. C'est quand il fait très froid. Mais putain, réponds. Non, mais... à chaque fois, je réponds, puis après, oui. Je pense que c'est ça. Tu vas trop vite. Oui, pardon. Je me tais. On essaye d'abolir les clichés de genre. Monsieur parle, madame fait oui. Oui. Comme il a dit. Le débattio. C'est vaudois. C'est pas la débattue? Non. Oh débattio. Ça, je sais pas. Je te laisse répondre. C'est un objet. Oh. J'ai des gros mots déjà. Et puis le débattio. La débattue, j'aurais su aussi le débattio. C'est dans la production de fromage. Non, je sais pas. Je sais pas. Je pense que si j'avais des vaches laitières, je saurais. Tu sais, toi? Non, aucune idée. C'est vrai que ça, c'est pas facile. Un fouet pour brasser le fromage. Ah, si jamais, au cas où. C'est noté. Du Jura, faudra m'excuser parce que je prononce comme je peux. Okay. Antchepaille. 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 Je passe mon tour encore. Antchepaille, c'est des gens qui prennent la paille en entier. Parce qu'on dit entier, donc on dit entier. Paille. C'est l'italien, en fait. Antchepaille. Je sais pas, c'est non, pas du tout. C'est aiguiser sa faux. Voilà, pour pouvoir couper la paille et la garder entière. Ouais. C'est bon, c'était clairement juste. Et le petit dernier, du Valais, savoïté. Oh, j'aurais pensé à du chinois ou comme ça, mais c'est... Savoïté. C'est dans quel domaine, ça? Là. C'est dans la vie de tous les jours. Ah, savoïté.
Non, mais sinon, je vous dis ça. C'est pour dire au revoir. Ah, la revoyure, ça veut dire la revoyure, à bientôt. Non, un peu plus chou. C'est un câlin? Non. Savoïté. Savoïté, ça veut dire prends soin de toi. Oh. Ouais. Ah. C'est sur ces belles phrases que je voulais terminer ce premier podcast. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Je pense qu'on a abordé pas mal de notions diverses, mais très intéressantes. Hein. Et puis, pour ceux qui nous regardaient ou qui nous écoutez, je vous dis au revoir. On vous dit au revoir. Et puis, on se retrouve pour le prochain épisode. Le podcast, bien sûr, il est disponible sur les réseaux sociaux, sur Spotify, sur Apple Podcast. Et puis, sur YouTube, je ne sais pas si je l'ai dit. Pas encore. Pas encore, mais c'est dit. Et puis, donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis, à tout bientôt. Au revoir. Au revoir.